à tous, merci d'être avec nous dans l'émission Ça fait débat. Ça fait débat, vous le savez, c'est sur Télésud, une diffusion que vous allez retrouver à la fois évidemment en permanence et multi-rediffusée sur Télésud. Merci de votre fidélité puisque vous avez été la semaine dernière nombreux à interagir, nombreux aussi également à nous suivre. Donc merci de votre fidélité. Ça fait débat, vous le savez, la mécanique n'a absolument pas changé. 4 sujets. 3 débatteurs, en revanche, qui vont tenter de décrypter, analyser, et apporter un peu un coup de projecteur à toute cette actualité qui a secoué la semaine. C'est parti, vous le savez, 4 sujets qui ont secoué la semaine et qui ont retenu notre attention. Présidentielle au Mali, Ibeka et Soumaïla Cissé font d'ores et déjà parler d'eux. Alors, Ibrahim Boubacar Keïta, on l'appelle Ibeka. On va essayer de tenter de tirer son bilan. Où en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il a tenté de ramener la paix dans le nord du pays? Et puis surtout, Soumaïla Cissé, qui lui s'appuie pour sa part sur des liens avec un principal allié qui est donc M. Dramé, qui a tissé évidemment toute une communauté pour préparer les élections. En un seul mot, effectivement. Deuxième sujet, je veux parler des jeunes filles utilisées comme bombes humaines par Boko Haram au Nigeria. Alors Boko Haram a tué au moins 31 personnes lors d'un double attentat suicide dans la ville de Damboa, dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria. On en parle, quel est le calcul évidemment dans tout ça, où en est-on aujourd'hui avec Boko Haram? On en parle avec nos débatteurs. Direction le paysage audiovisuel africain, à la fois l'ère digitale, l'ère numérique, mais surtout où en est-on dans la TNT numérique. Aujourd'hui, on parlera de Kinshasa avec son paysage audiovisuel. Quel est le tissu économique? Quelles sont les créations de chaînes? Est-ce que ça sert? C'est au service des territoires africains. On en parle. Et puis l'ère numérique qui touche toute l'Afrique. Dernier sujet qui a retenu bien sûr notre attention, vous le savez, tous direction la Russie avec les équipes africaines, le football africain qui brille avec certaines équipes comme le Sénégal. On en parle tout à l'heure. Quel bilan peut-on tirer dans un premier temps? Voilà, tout cela c'est ce qui vous attend, c'est le programme. Je vous le rappelle à celles et ceux qui nous regardent, vous pouvez interagir, réagir aussi sur les réseaux sociaux, la page Facebook, Twitter, mais également aussi Insta. Voilà, tout cela vous attend dans Ça fait débat et en toute liberté d'expression. C'est parti. Et pour commenter l'actualité, vous le savez, 3 débatteurs. Je vais commencer par Ali Soumaré, bonjour, consultant, mais également conseiller régional en Île-de-France. Bonjour, monsieur l'acteur politique, comment ça va? Bonjour Adil, ça fait plaisir d'être là et plaisir de pouvoir débattre de sujets qui sont extrêmement intéressants. Plaisir partagé. Comment ça va? Tout se porte bien? Très bien, très bien. Oui. Non, je le dis souvent, c'est mon mot-clé, on est toujours dans cette crise politique en France. Voilà. Ouais, pourquoi? Je pense qu'on ne l'a pas traversée. Ce que j'aimais chez vous, c'est que vous êtes toujours en crise politique. J'ai toujours le sentiment que vous êtes toujours en crise politique. C'est pour ça que j'utilisais ce mot pour pouvoir réveiller. Toujours en permanence. J'ai toujours connu Ali Soumaré, moi toujours en crise politique. Je considère que depuis... Les autres avancent, mais eux, ils n'avancent pas. Depuis le 21 avril 2002. Voilà, pour être un peu plus sérieux. Et depuis l'apparition du Front National au deuxième tour d'élection nationale, je considère qu'aujourd'hui, on est en crise politique et on n'a toujours pas encore, enfin en tout cas, trouvé les moyens de réduire les extrêmes. Je sais pas, certains ont misé sur vous pour redresser un peu la situation. On n'a pas le sentiment que ça avance, Miser sur nous, sur le PS, sur le... Ah non, sur vous, le personnage que vous êtes. Ah d'accord, ok. Écoutez, c'est pas simple, c'est pas simple, mais on essaie modestement de faire avancer les choses. Et je pense l'intérêt pour l'Afrique aujourd'hui fait partie de mon positionnement. Bon. Ibouba, qui est en face de vous, Ibouba, il est journaliste politique. Mon cher Ibouba, comment ça va? Un plaisir de retrouver Ça fait débat. Donc voilà, et on va essayer effectivement de décortiquer un tout petit peu l'actualité nationale et internationale sur Télésud, comme on a l'habitude de le faire, avec le grand monsieur Adil Farkan. Véritable grande gueule, comme vous le savez le faire, bien sûr. À ses côtés, c'est vrai que pendant très longtemps, je parlais de lui comme un écrivain. Il est toujours d'ailleurs écrivain, il est sur d'autres ouvrages, il est étudiant aussi en sciences politiques. Et il s'appelle Titi Bonheur Baseka. Comment ça va? Ça se passe bien. Tout va pour le mieux et puis c'est toujours un plaisir d'être invité sur le plateau de Ça fait débat pour discuter, décrypter l'actualité politico-nationale et puis internationale aussi. Oui, donc aborder les sujets qui peuvent... Je vous vois sur les réseaux sociaux, vous êtes toujours présent, vous secouez toujours, vous êtes là à commenter l'actualité en permanence. Oui, mais il faut dire que j'ai aussi observé une petite diète. Pourquoi? Voilà. Oh, mais bon, il y a des moments où il faut entrer en soi pour se ressourcer et puis pour mieux rebondir. Oui, pour mieux rebondir. Voilà, exactement. Donc là, vous êtes en pleine... à vous retrouver face à vous-même. Oui, face à soi-même. Vous en avez besoin, parfois on en a tous besoin, non? Je pense qu'en tant qu'être humain, on a besoin. Le plus grand combat de la vie, ce n'est pas contre les autres, mais c'est contre soi-même. Contre soi-même. Et c'est bien de se questionner. Donc si j'ai bien compris, sans rentrer dans la provocation, vous faites violence en ce moment. Bon, selon certaines langues, oui, je fais violence, notamment dans mon pays d'origine, où mes positions ne plaisent pas parfois
à certains groupes politiques, mais je me dis en toute liberté d'expression que voilà, il faut s'exprimer. C'est notre dicton, ça tombe bien. Allez messieurs, on va démarrer avec ce premier sujet. Premier sujet, je vous le rappelle, pour celles et ceux qui nous regardent depuis la lucarne, vous pouvez réagir en toute liberté d'expression. Allez, premier sujet qui a retenu notre attention cette semaine, on ne parle que du Mali. C'est reparti, vous savez, les élections présidentielles commencent à battre son plein. Et puis une femme qui sort du lot, une femme d'affaires, et pas des moindres, elle s'appelle Madame Kanté Diébou Ndiaye. Vous la connaissez, vous, Alice Soumaré? Enfin, j'ai entendu parler de son nom. Et je dis ça parce que vous êtes d'origine malienne. C'est ça, je suis d'origine malienne et je m'intéresse beaucoup à l'actualité politique africaine et précisément Mali de fait, parce qu'on pourrait être d'origine malienne sans forcément avoir un intérêt. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Voilà, il se trouve que j'ai un intérêt, ça m'intéresse de regarder. Et puis le Mali a traversé une période extrêmement compliquée pour l'Afrique, mais pour l'Afrique de l'Ouest et pour le Mali, on en sort. Sauf que le Mali, il revient de loin quand même, le Mali. Il revient de très très loin, d'ailleurs. Il n'est pas complètement revenu, si on peut dire ça comme ça, mais il revient de très très loin. Eh bien, on va en débattre, messieurs. Dites-moi, le chef de l'État actuel, Ibeka, celui qu'on surnomme Ibeka, c'est Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, moi, j'aimerais quand même qu'on comprenne une chose. Ça veut dire que le chef de l'État défend un bilan qui est plutôt positif. Il défend même d'avoir ramené la paix, messieurs, dans le nord du pays. Est-ce que vous considérez que oui, c'est une réalité, pas du tout, ou voilà, c'est un leurre? Parce qu'aujourd'hui, il y en a un opposant, farouche opposant, il s'appelle Soumaïla Cissé. Lui, il dit tout le contraire. Est-ce que oui ou non, Ibeka est dans le vrai? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il a ramené la sécurité au pays? Par rapport à la situation qu'on a connue il y a encore quelques années, oui, très clairement. Est-ce que tout est réglé? Non. Mais oui, une étape a été franchie, on commence à régler. Boubèye, l'actuel Premier ministre, a pu faire un déplacement dans le nord du Mali. Je rappelle quand même, je le dis parce qu'en fait, il y a encore quelques mois, c'était extrêmement compliqué. Pour en tout cas les responsables de l'État de pouvoir se déplacer dans le nord du Mali. Donc il a pu faire ce déplacement, ils ont pu avancer sur un certain nombre de questions. Est-ce que toutes les questions sont réglées? Non. Est-ce que les accords d'Alger, tout est mis en œuvre? Non. Mais j'ai presque envie de dire que, moi, sans être dans le parti pris, je considère qu'aujourd'hui, c'est le processus normal dans une période de crise. Ouais. En même temps, je vais vous titiller un petit peu parce que les principales, quand même, disons-le clairement, les principales organisations djihadistes, elles, clairement, ont aujourd'hui étendu leur zone d'activité et influence jusqu'au centre du pays. Alors, qu'a-t-il fait, Ibeka, mon cher Ali Soumaré? C'est la question qu'on se pose. La question qu'on se pose, c'est pour ça que je disais c'est une question en même temps. Quand on dit oui ou non, c'est beaucoup. Comment 6, les principales. Mais est-ce que la situation du Mali, à un moment donné, enfin, leur influence, après, c'est aussi une question de perception. On est passé d'une situation où les djihadistes étaient aux portes de Bamako, avec une situation où il n'y avait plus d'État. Vraiment, il n'y avait plus d'État, où aujourd'hui, on commence à restaurer ce qui ressemble à un État. Il y a un dialogue qui s'est instauré dans le nord du Mali. Je rappelle qu'il ne faut pas confondre ce qui se passe dans le nord du Mali avec les djihadistes, parce que ça serait un amalgame qui serait très terrible, même si les uns et les autres en profitent pour pouvoir, à un moment donné, en fonction des chaos, pour pouvoir chacun passer très certainement leur message, mais en même temps, c'est des choses qui sont complètement distinctes. Donc je le redis, ça peut paraître un peu compliqué à comprendre. Je pense qu'il y a une avancée. C'est pas suffisant, mais en même temps, qui pourrait mieux le faire? Je pense que le rôle d'une opposition aujourd'hui, ou le rôle de l'opposition malienne, et pour le coup, moi je le dis sans parti pris. Je vais vous le dire, on va tenter d'avancer dans le débat. Il y en a une qui le défend très bien, il dit, moi je suis là pour sauver la situation. C'est la femme d'affaires qui est connue, Madame Ndiaye. Mais on va en parler. Et Bouba, vous partagez le sentiment d'Ali Soumaré ou pas du tout? Vous, quel est votre regard aujourd'hui? Quel est votre sentiment? Je crois qu'il faut quand même se méfier un tout petit peu donc, des discours cosmopolitiques ou des discours qui sont faits à... Je vous vois arriver, vous, Ibouba. D'une façon un peu intrinsèque. Permettez-moi effectivement le mot, donc, puisque... Je ne carte nulle part. Absolument. Ça ne s'adresse pas à vous directement, M. Soumaré. Non, mais bon, je crois que c'est un peu... Mais vous avez le droit, si vous n'êtes pas d'accord, justement, c'est l'objet. Pour moi, c'est un peu père à gauche, en fait, en quelque sorte, puisque Ibeka, c'est vrai que le Mali était un pays qui agonisait, un pays qui avait tout perdu. Et aujourd'hui, en voyant ces images quand même du Mali, donc, qui commence à se parfaire petit à petit, d'ailleurs, c'est une occasion pour nous aussi de remercier l'armée française, ces Français qui ont laissé leur vie pour ce peuple africain, même si peut-être sûrement que cela est traduit d'une façon ou d'une autre, ben moi c'est ma vision spontanée des choses, donc c'est une occasion pour moi effectivement de saluer donc ces âmes qu'ils ont pu quand même laisser en Afrique. Maintenant pour aller dans le but du sujet réellement, c'est vrai qu'aujourd'hui Ibeka, de son bilan, c'est pas un bilan
qu'on peut apprécier d'une façon positive. Donc, essayons de voir wait and see. C'est vrai que ce n'est pas facile aussi, mais il y a une nette amélioration. Ismaël Cissé, c'est un opposant farouche aujourd'hui qui essaie de se faire la place et je vois qu'il est très bienvenu parce que Ibeka... Il a été bon, Ibeka, il a été à la hauteur Je crois que peut-être sûrement du point de vue communication, ça a été très... Bon, il a sa façon de faire. Hein. Ouais. Vous savez, le Mali, c'est un pays qui est tout à fait compliqué à gérer parce que c'est des trucs antiques où les gens ils trouvent un pays tout à fait basé sur la culture, la morale. Donc c'est surtout la communication qui fait base et qui fait effet en quelque sorte. Donc ils ont aussi la façon de communiquer entre eux surtout. Hein. Donc voilà, c'est surtout... Ce que dit Bouba, ça tient la route? Oui, je rajouterais pour aller... Oui, parce qu'en même temps, vous venez de dire le contraire juste avant. C'est-à-dire que... Non, parce qu'en fait, on dit un bilan plutôt positif d'Ibeka. Moi, je dis, on part d'une situation catastrophique. Donc forcément, si on analyse une situation catastrophique et qu'on regarde aujourd'hui, il y a des avancées. Voilà. Est-ce que tout est parfait? Non. Mais est-ce que c'est normal que tout soit pas parfait? Je pense que c'est normal parce qu'on part de très loin et restaurer à un moment donné. Le Mali, même avant la crise, moi j'étais de ceux qui disaient que le Mali courait de graves dangers. Il y a quand même un certain nombre d'indices qui montraient que ce qui ressemble à un État c'était le chaos avec une absence de règles sur un certain nombre de choses. Et puis l'anarchie, disons-le. Oui, sur un certain nombre, pas de règles. Je veux dire, les concours de la fonction publique étaient complètement biaisés. On nous parle, à tort ou à raison, je ne sais pas aujourd'hui, on nous dit encore, y compris aujourd'hui, que les sujets du bac étaient connus à l'avance de la plupart des étudiants. Vis-à-vis donc tout ce brouhaha que nous avons pu quand même noter, c'est vrai qu'un pays sans gouvernement, un pays sans État, il y a un État, soi-disant, en fait, en quelque sorte, qui essaie de faire son possible. Oui, mais quand à partir du moment où... essayons aussi de jauger un tout petit peu la situation. On ne respecte pas la rébellion qui ne laisse pas faire. C'est vrai qu'il y a peut-être sûrement, aujourd'hui, on peut voir que il y a un travail qui a été fait de fond en comble, même si on ne peut pas l'apprécier d'une façon positive, excusez-moi, mais il y a eu un boulot qui a été fait, et ça a été fait par qui ? On va laisser placer peut-être vous répondre. Il va vous répondre. J'essaie d'être factuel, c'est-à-dire vraiment dans l'analyse de la situation, c'est-à-dire que je ne fais pas partie de ceux qui vont jeter l'anathème en disant « non, rien ne s'est passé », c'est pas vrai. La gestion d'un État, c'est extrêmement compliqué, vous l'avez dit. Cette crise-là était sans précédent, je veux dire, en Afrique de l'Ouest, et avec des conséquences un peu partout dans la sous-région, mais en même temps, sur la question de la communication, puisque c'était le dernier sujet qui venait, il y a effectivement un certain nombre de symboles. Vous savez, comparaison n'est pas raison, mais des fois, le bilan d'Ibeka, il me fait penser à celui de François Hollande. Et je pense que vous voyez... Il va m'en vouloir, François Hollande. Vous voyez, mais non, mais parce qu'en réalité... Mais pour aller jusqu'au bout de la logique, en réalité, je pense que François Hollande a fait des choses qu'on n'a pas pu voir en positif. Et ben Ibeka a fait des choses qu'on ne perçoit difficilement parce qu'il y a des symboles. Parce qu'il y a des symboles. Ils sont différents. Parce qu'il y a des symboles. Juste pour dire. Allez-y, avant de donner la parole à Titi Bonheur Basseka, parce qu'on ne l'a pas entendu. Parce qu'il y a des symboles. En France, la déchéance de la nationalité, Ibeka, notamment sur l'histoire de l'avion, à tort ou à raison, à un moment donné, et ben ces symboles-là viennent entacher, entre guillemets, la grille de lecture positive qu'on peut avoir du Mali. Le cas de... Je crois qu'il y a... Non, écoute, je crois, à un certain moment donné, il faut essayer de faire un peu la différence parce que, voilà, François Hollande... J'ai dit comparaison n'est pas raison. Je peux vous comprendre. J'ai dit comparaison n'est pas raison. J'ai dit comparaison n'est pas raison. C'est monsieur le ministre des Affaires du PS, il ne faut pas l'oublier, monsieur Ali Soumaré, donc qui s'inscrit effectivement dans ce registre du PS toujours. On peut vous comprendre, absolument. Mais bon, le cas de Ibeka, c'est un autre problème. Ça veut dire que c'est l'espoir ou le désespoir donc, de tout un peuple malien. Ne serait-ce les gens, ils attendaient autre chose. Il y avait des espoirs en François Hollande, il y avait des espoirs en Ibeka, et ils ont en partie, à tort ou à raison, été entachés par des symboles qui sont venus miner, entre guillemets, Ibeka, je crois que son problème, c'est juste un problème de communication, en quelque sorte, aussi. Et là, un problème de communication. Hollande, c'est un autre problème, parce que, voilà, Hollande, il n'a pas été aimé du tout pendant son quinquennat par les Français. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, voilà, vous pouvez vous comprendre. Je vis ici en tant que vous. Donc, voilà, on sait très bien ce qui s'est passé, en quelque sorte. Donc, voilà, comparaison n'est pas raison, comme vous venez de le dire. Mais le cas de Ibeka, je crois, comme on parle de celui-là même, le cas de Ibeka, c'est un problème avec la population malienne. Est-ce que cette population aime toujours Ibeka? Est-ce que cette population veut toujours soutenir Ibeka? Il est juste là, le fond du problème. Pas tout. Je veux entendre aussi également Titi Bonheur Basseka. Titi Bonheur Basseka, dites-moi deux petites choses. Sécurité, restauration, comme l'a rappelé Ali Soumaré, de l'État, de l'autorité de l'État, la réforme, la relance économique et le développement. On est à quelques mois, c'est-à-dire à 2 mois précisément du premier tour de la présidentielle. Quel bilan? On est pratiquement à un mois et demi parce que le premier tour de la présidentielle se tient le 29 juillet. On est à vraiment juillet. 2 mois. On est à un peu moins de 2 mois. Le 29 juillet. Mais il faut voir d'où l'on vient. Enfin, le Mali vient de très loin.
il y avait une grande transition démocratique, il faut l'appeler comme ça, avec ATT, mais qui a été interrompue avec le putsch. Donc 2 mois avant qu'il puisse rendre le tablier, lequel avait dit qu'il ne se représenterait pas. Et donc après le putsch, il y a eu, on va dire, des velléités séparatistes vis-à-vis de certains Touaregs, la zone de la Zawad, qui a créé une grande insécurité, une transition, et puis la prise de pouvoir de Ibeka en 2013. Mais il faut le dire que c'est vrai qu'il a été élu sur principalement la base du retour de la paix. Mais la paix, ce n'est pas un slogan. La paix, c'est une construction de tous les jours avec les partis adverses, les partis diverses. Et je me dis qu'aujourd'hui, vu d'où on vient, qu'il y a une avancée. Certes, c'est vrai qu'elle n'est pas aussi palpable que cela parce que de 2013 jusqu'à ce jour, on a noté que le président de la République ne s'est pas rendu dans les zones nord du pays, ce qui est quand même un problème. Parce que je me dis qu'attendre 1 mois et demi de l'élection présidentielle pour dire haut et fort que je vais me rendre dans une zone du territoire national, parce qu'il est le président de la République tout entière du Mali, ça peut être interprété à la fois comme un calcul politicien ou peut-être comme une façon pour le président de la République, durant les 5 ans, de dissimuler une petite faiblesse dans ce qui est le retour de la paix au Mali. Mais pourquoi, selon vous, avant de passer au second sujet, selon vous, pourquoi? Parce qu'il était exposé, il ne voulait pas se rendre, peut-être parce que la zone sécuritaire n'était pas assez stable pour lui, certainement. Je me dis que le président de la République, c'est le premier chef de guerre d'un État. Et la zone qui est occupée, jusqu'à aujourd'hui occupée par certains Touaregs qui ont des velléités séparatistes, je me dis que le président de la République doit assurer l'intégrité totale du territoire national. Messieurs, un tour de table, un tour de table en quelques mots s'il vous plaît, et si c'était une femme, la future présidente du Mali. Voilà. Ndaye, par exemple, est-ce qu'elle a le bon profil? Je pense qu'il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle. Le plus important, c'est qu'il y ait un homme ou une femme malien ou une malienne qui puisse engranger, c'est vrai, l'adhésion populaire, mais surtout ramener le pays dans une paix, qui, je le dis, est une construction de tous les jours. Donc, ce n'est pas s'attacher aux personnes, mais c'est plutôt s'attacher au projet de la personne et surtout à la volonté politique de mettre sur pied une conduite du Mali qui puisse aller vers le retour de la paix. Une femme, oui, pourquoi pas. C'est le souhait de tout le monde. Hein. Ça sera pas une grande première en Afrique quand même. Donc voilà, là au moins on dépasse mieux les Européens. Mais maintenant, donc avec cette situation qui prévaut au Mali, est-ce que réellement elle sera à la hauteur? Seul Dieu sait. Aujourd'hui, le Mali a besoin de régler ce problème. Donc c'est surtout ce problème de paix. La rébellion Touareg, nous savons très bien que donc voilà, c'est un volcan qui est endormi. Bon, pas seulement pour les Touaregs. De toute façon, il y a plusieurs facettes qui sont là, qui sont tout à fait négatives et qui sont le jour où ça va exploser. Donc nous allons perdre le peu que nous avons pu quand même donner afin de voir donc ces belles images quand même du Mali, ou ce Mali d'antan que nous voulons avoir. Ali Soumaré. J'espère qu'un jour ça arrivera. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est un autre moment? Mais j'espère que ça arrivera. Et j'espère aussi, peut-être, sans donner de leçons, que les candidats s'engageront à avoir un Premier ministre ou en tout cas avoir des gouvernements paritaires. Messieurs, ce que je vous propose, c'est tout de suite passer à ce second sujet. Le débat continue. Il se poursuit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à faire part de vos commentaires. C'est parti, le second sujet. Messieurs, direction le Nigeria. Alors là, attendez, pardonnez-moi, mais je vais être un léger provocateur, parce que là, le président nigérian, il a fait une déclaration, plusieurs déclarations. Muhammadu Buhari est arrivé au pouvoir clairement en 2015. Est-ce qu'il a tenté, il l'avait promis, il avait promis clairement d'éradiquer Boko Haram. Mais les djihadistes continuent de multiplier les attaques, ciblant à la fois les civils et les forces de sécurité. Mosquées, tous les lieux, marchés, camps abritant des personnes du grand public, etc. Boko Haram continue, de déployer toute son énergie pour avoir la mainmise partout. Petite info, le président Macron se rend dans les jours à venir, la semaine prochaine, en Mauritanie, et tout de suite après, au Nigeria. Alors, un petit mot là-dessus, messieurs. Qu'en est-il aujourd'hui de la situation? Parce que Boko Haram a tué, là récemment, au moins 31 personnes lors d'un double attentat suicide, et c'est des jeunes filles qui ont été utilisées comme bombes humaines par Boko Haram. Qui veut prendre la parole? Tiens, Titi Bonheur Baseka. Oui, pour revenir au président Buhari qui a été élu en 2015 sur la base d'éradiquer Boko Haram, c'est comme je l'ai dit, quand on accède au pouvoir, il y a une différence entre le discours politique du candidat et le discours de celui qui devient à la magistrature suprême. Il y a le discours politique qui est manifestement d'une volonté d'éradiquer Boko Haram, qui, rappelons-le, sévit depuis 9 ans,
avec plus de 20 000 morts et près de 2,5 millions de déplacés mais là, il y a répandus un peu en Afrique. Titi Bona-Baseka. Des jeunes filles ont été utilisées comme bombes humaines. Oui, mais c'est des jeunes... C'est là, c'est un peu moins que des jeunes filles, c'est des fillettes âgées de 7 à 10 ans. Ce n'est pas la première fois que des jeunes filles... c'est des jeunes filles, c'est 10 ans. 7 à 10 ans, oui, c'est vrai, c'est des filles. Préados. Exactement. Mais il faut dire que la paix, c'est une construction perpétuelle. Boko Haram, il faut se poser la question de qui finance Boko Haram. Comment est-ce que ça se fait que Boko Haram, puis un groupuscule, il faut le dire, une sorte de secte, puisse sévir dans 4 pays d'Afrique, du Tchad, du Cameroun, du Niger et du nord-est. D'ailleurs, un discours est très attendu par le chef de l'État Emmanuel Macron et le président donc, du Nigeria, et est attendu la semaine prochaine, le 22-23, il se rend à la fois en Mauritanie et au Nigeria. Ce n'est pas les discours qui vont changer en fait le sort des populations dans le nord du Nigeria ou même dans cette zone qui est bousculée par Boko Haram. Ce sont les actes que les différents dirigeants vont poser. Il y avait la question du groupe 5 Sahel pour le Mali, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une force, une dynamique africaine qui a pour objectif d'éradiquer, que ce soit Boko Haram et tous les groupuscules en Afrique qui causent désolation dans différentes familles. Et puis bon, le président Boko Haram, il a été élu sur cette base-là, et puis il a une volonté de rempiler pour un Oui, mais messieurs, pardonnez-moi. Oui, on en a beaucoup parlé ici sur Télésud et dans Ça fait débat de Boko Haram. Moi, je veux anglais, s'il vous plaît, messieurs de grâce, je veux qu'on s'intéresse à ces jeunes filles. Les nouveaux kamikazes, désormais, c'est les jeunes filles. Est-ce qu'on a une explication? Est-ce qu'il y a une raison? Alors, il y a un début de réponse proposé par Titi Bona-Baseka. Les moyens, qui financent Boko Haram? Qu'est-ce que vous répondez? Non, mais écoutez, qui finance Boko Haram, donc... Et puis surtout les jeunes filles, maintenant, c'est les nouveaux kamikazes. Qui finance Boko Haram, si on retourne un tout petit peu pour essayer de faire l'historique du cas de Boko Haram, on sait très bien comment ça a été né. On sait très bien que depuis 50 ans, les Anglais ils étaient en train donc d'épuiser les puits de pétrole au Nigeria, et que les Français, ils sont là aussi depuis plus de 50 ans, et le Nigeria a fait l'erreur, effectivement, de vendre un puits de pétrole aux Chinois, et c'est de là où est venu le problème de Boko Haram. Donc on se rappelle très bien de ce problème-là qui est devenu un problème lancinant. Maintenant, un problème lancinant. Maintenant, ce qui se passe... Moi, je trouve que ça ne suffit pas ce que vous dites. Mais maintenant, ce qui se passe est que, là, les Africains, ils doivent se prendre en charge. Cette mafia-là, il faut que ça cesse. On sait très bien d'où ça vient, tout le monde le sait. Oui, donc, mais Ibouba, les nouveaux kamikazes, désormais, c'est les jeunes filles. Oui, c'est les jeunes filles. Que devons-nous faire? C'est là la question aujourd'hui. Il y a quand même une explication. Comment est-ce qu'aujourd'hui, Boko Haram géopolitique, comment se fait-il? Qu'en est-il? Pour quelle raison aujourd'hui ces nouveaux kamikazes, c'est des jeunes filles? Si on parle de la situation géopolitique, on regarde la situation d'une façon géopolitique, on sait que donc, ce problème, cette guerre-là se trouve entre 4 pays, donc c'est pas fortuit. Au moins, à la rigueur, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Le fond du problème est que comment est-ce que Boko Haram puisse quand même faire un lavage de cerveau à ces petits-enfants-là et essayer de quêter sur les enfants, de les ramener chez eux, et que, voilà, il n'y a rien. Et Boko Haram, Bonheur disait tout à l'heure qu'elles ont entre 7 et 10 ans. Il disait qu'elles ont entre 7 et 10 ans. 4 pays africains contre le nombre de Boko Haram, c'est pas grand-chose quand même. Quand on a cet âge, je ne pense pas que l'on fait les choses par conviction. Ce sont des jeunes filles qui ont été, il faut le dire, qui ont subi un lavage de cerveau. Conditionnées. Qui ont été conditionnées, et puis qui ont fait cet acte malgré leur propre volonté. Et il faut le dire que Boko Haram avait kidnappé près de 200 jeunes filles. Certains sont toujours en captivité, d'autres ont été marchés de force, d'autres sont des esclaves sexuels aujourd'hui. On parle de cette situation. Il y avait eu, à l'époque du président Obama, le fameux hashtag Bring Back Our Girl. Oui. Ça n'a accouché que d'un éléphant blanc. Oui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on crée le buzz avec Internet. Mais c'est ce que je dis. Donc les discours, c'est vrai qu'on va parler aujourd'hui. C'est les jeunes filles, c'est les nouvelles. On va parler aujourd'hui du discours du président Macron, que ce soit en Mauritanie ou au Nigeria. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se fait? Je crois pas que il va sur la question. Non, mais le chef de l'État, Emmanuel Macron, il y va pour la question sécuritaire. Bien sûr, il va pour la question sécuritaire. Espérons-le que les actes vont parler mieux que les discours, parce que les discours, vous attendez rien du chef de l'État Macron qui va rendre visite à la fois je pense que l'Afrique doit arrêter d'être une sorte de babysitter. Voilà. Enfin, entre guillemets, doit arrêter de se prendre pour un bébé qui a besoin de subir une sorte de babysitting. L'Afrique doit se prendre en charge. Absolument. À plus de 50 ans d'indépendance aujourd'hui. Tout à l'heure, dans le débat précédent, juste dans le sujet précédent, Ibouba dit remercier, il rendait grâce à la présence militaire française. Non, absolument. Mais alors messieurs, il faut savoir, est-ce que d'un côté, il doit y avoir une coopération avec les Occidentaux, c'est-à-dire l'Union européenne, ou alors, en même temps, Titi Bona-Baseka réclame l'indépendance de l'Afrique
l'Afrique. Oui, mais écoutez, l'Afrique, elle est indépendante, on va le dire textuellement, peut-être juridiquement, peut-être politiquement, mais il faut dire qu'il y a des réalités actuelles qui font qu'il y a un problème de souveraineté militaire. On écoute Ali Soumaré, s'il vous plaît. C'est pas, alors pour le coup, je vais me faire l'avocat du camarade, mais c'est pas contradictoire entre le fait qu'à un moment donné, la France ait pu donner un coup de main. Et d'ailleurs, la France, on peut le dire, a quand même une part de responsabilité aussi dans ce qui s'est passé. Notamment, je ne refais pas le dessin. Donc, que la France prenne son... Vous voulez dire que Boko Haram, c'est la France? Non, je parle quand vous parlez du Mali, puisque vous faisiez l'exemple. Non, je vais être précis, moi, à l'antenne. Quand vous parlez je veux pas qu'il y ait des choses qui m'entendent. Quand vous parlez du Mali et ce qui se passe... Sinon, j'embarque avec moi tous les responsables de la chaîne, y compris Ahmed Parezo. Soyons précis, s'il vous plaît. Que la France, à un moment donné, vienne rétablir les choses, ou aider à rétablir les choses, y compris parce que quand on est aux portes de Bamako, on est d'une certaine manière aux portes de l'Europe. Donc, c'est pas contradictoire avec un discours. Et moi, c'était le coup de gueule que je voulais passer à travers ce débat-là. Effectivement, je pense qu'il est temps, le temps est venu que les Africains se prennent en charge. Ouais, et surtout, et pour Ali finir, Soumaré, juste avant, vous étiez en train de dire, oui, la présence de la France et la présence militaire, c'est une très bonne chose. Oui, il le disait. Oui, mais vous avez cautionné. Vous l'avez cautionné, Ali Soumaré. Et vous-même, vous êtes franco-africain, vous-même. C'est pas contradictoire. Le fait de dire, à un moment, oui, le problème, par exemple, dans le nord du Mali, ne pouvait pas se régler sans l'aide de la France. C'est pas contradictoire que de vouloir à un moment donné avoir l'aide de la France que de prendre le leadership. Tout à l'heure, d'ailleurs, quand il remerciait les forces françaises, on pourrait remercier. Donc, si je vous comprends, Boko Haram, c'est un problème qui doit être résolu par les Africains eux-mêmes. Qui doit être résolu de manière au moins sous-régionale, si ce n'est africaine. Non, mais pas tant qu'il n'y aura pas une Africains. prise en charge. Tant qu'il n'y aura pas une prise en charge de ce problème-là de manière générale, et qu'on ne sera pas sur uniquement des grilles uniquement nationales. Tant qu'on ne sera pas sur une question globale, avec une vraie volonté de vouloir... Mais messieurs, Boko Haram, c'est un enjeu international. De vouloir les combattre. l'Afrique et l'Europe. On parle de... Parce que quel est le symbole aujourd'hui qui est à travers les jeunes filles, justement, et à juste titre, vous le rappelez. Aujourd'hui, on a un président qui a été élu justement sur le fait de dire on va éradiquer le terrorisme. Eh bien, eux, leur objectif à eux, c'est quoi? À travers les jeunes filles, c'est de faire parler d'eux. Et donc, ils choisissent le symbole le plus fort. Bah voilà, c'est ce que je voulais entendre. Les jeunes filles, c'est un symbole. C'est un symbole, le symbole on le plus touche fort à la fois la femme. Pour pouvoir faire parler d'eux. Et ils s'y trompent pas. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'en débattre. On est en train d'en parler. Donc, il y a le traitement, le choix symbolique d'avoir choisi des jeunes filles, et on s'y trompe pas. Et en même temps, la vraie volonté aujourd'hui de dire, oui, il faut continuer à avoir une aide internationale, mais l'Afrique doit être en première ligne. On remercie les soldats français, on peut remercier les soldats tchadiens. Les soldats tchadiens, je rappelle que le président Idriss Déby aujourd'hui au Mali, qui a contribué, c'est une star au Mali. Quand il est venu au sommet Afrique-France, la salle s'est levée. Avant, le président malien est rentré, la salle ne s'est pas levée, il s'est levé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté de dire, quand même, le Tchad a pris ses responsabilités en envoyant, d'ailleurs, il a envoyé son propre fils. Donc l'Afrique par l'Afrique, par les Africains, pardon. Donc c'est les Africains qui doivent être en première ligne. Avec toutes les aides, mais c'est les Africains qui doivent être en première ligne, parce que qui mieux que les Africains pour comprendre leurs problèmes? Ibouba. Mais je crois que c'est ce que Soumaré a dit, monsieur l'élu. Donc, pour une fois, donc, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que les Africains, donc, ça, c'est leur tasse de Kenkeliba. À mon avis, je crois qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde ne sait pas. C'est tout à fait africain. Donc, c'est leur tasse de thé, si je voudrais dire. Bon, maintenant, Macron qui vienne au Nigeria ou qui vienne en Afrique pour faire son discours de sécurité, on peut l'accepter, puisque justement, donc, aujourd'hui, c'est des alliés, la France et l'Afrique. Mais le fond du problème est que on attend beaucoup plus des organisations donc, africaines qu'un certain M. Macron qui viendra quand même nous tenir un discours pour nous dire, donc voilà, il y a ça et ça. C'est qu'il y a anguille sous roche. Cette mafia-là qui commence à durer et qui dure pendant un bon bout de temps, et les chefs d'État, ils sont très bien au courant, ils savent très bien ce qui se passe, ils savent très bien qui sont à la base. Je crois qu'à un certain moment donné, il faut s'arrêter. C'est un symbole. Maintenant, si Boko Haram... C'est qui la mafia? C'est Boko Haram? Excusez-moi. Si maintenant... Mais attendez, excusez-moi, moi aussi. La mafia, c'est pas Boko Haram. Mais non, attendez, vous dites, attendez. Et Bouba, on a une responsabilité. Vous parlez de mafia, mais qui c'est cette mafia? C'est l'État, c'est Boko Haram, c'est qui? Non, mais bien sûr. Vous ne pouvez pas balancer des mots comme ça, je veux dire. Non, je balance. On a une responsabilité. Vous êtes d'accord avec moi, vous me l'accorderez. Monsieur, je ne balance pas. Vous voulez que Walker me jette de son studio ou quoi? Donc aujourd'hui, je ne dis pas que c'est l'État. Je ne dis pas que vous l'avez laissé entendre. Tout le monde sait. Vous l'avez laissé entendre, Ibouba. Qui est cette mafia? Tout le monde sait dont vous faites cette mafia-là. Cette mafia, c'est Boko Haram qui est en train de zizaner, qui est en train de
de faire ce qu'il ne doit pas faire donc, dans cette zone-là, et que les Africains sont là en train d'assister. Donc maintenant, il y a la communauté internationale qui est là. Il y a toujours eu ce problème de communication. Vous le voyez, ce n'est pas juste seulement pour le cas de Boko Haram. De toute façon, tous ces tyrans-là, ces va-t-en-guerre qui sont là... Donc éradiquer Boko Haram, échec pour le président nigérian. Titi Bona-Baseka, clairement, disons-le. Clairement, actuellement, Boko Haram est toujours en train de faire parler de lui. Donc, c'est clairement un échec. Et puis, le président veut remplir pour un second mandat. Le président Buhari. Voilà, le président Buhari veut remplir pour un second mandat l'élection qui se tiendra en février 2019. Bon, là, il est en train de mettre sur pied certaines mesures démocratiques avec la réhabilitation du président vainqueur de l'élection de 93 qui avait été déposée par l'armée et plus tard qui est mort en prison. Bon, il y a une volonté, on va dire, de démocratiser... la vie au Nigeria, mais en même temps, démocratiser la vie, c'est bien, mais quand le cœur des femmes et des pères est meurtri par la disparition de leurs enfants, je me demande, ça pose problème. Et le rôle aujourd'hui d'un chef d'État, qui est le commandant en chef d'une armée nationale, c'est de veiller à ce que le territoire national, dans toute son intégrité, puisse être... dans la quiétude, ce qui n'est pas le cas actuellement avec Boko Haram, qui, rappelons-le, ne sévit plus seulement au Nigeria, mais au Cameroun, au Tchad et au Niger. Donc là, on a un problème sous-régional, mais davantage un problème africain. Et c'est quand même surprenant de voir que Boko Haram, il faut le dire, qui est une secte composée d'une centaine de personnes, puisse faire autant parler d'elle aujourd'hui 9 ans et on va vers une 10e année. C'est quand même regrettable et ça pose des questions sur le rôle réel de nos dirigeants africains. Vous partagez ce qui vient d'être dit complètement ou pas du tout? Complètement, je rejoins complètement l'analyse. Je n'ai rien à rajouter. Bon. Vous faisiez référence de l'ancien chef d'État, c'est-à-dire Goodluck, Jonathan? Que ce soit l'ancien chef de l'État, ou encore l'actuel chef de l'État, ou même avant, parce que Boko Haram est là depuis 9 ans exactement. Et donc, ça pose la question, on va dire, de la continuité de l'État. Est-ce que réellement les chefs d'État qui se succèdent arrivent à mettre un terme à cette secte, qu'il faut le dire. Mais c'est le défi d'ailleurs d'une grosse partie des dirigeants africains aujourd'hui. Si on veut mettre fin à ça, ils pourront mettre fin à ça. Le fond du problème est que c'est une mafia qui est là et que donc voilà, il faudra l'éradiquer. Cela ne peut pas se faire que par les Africains. Une fois qu'on l'a dit, une fois qu'on l'a dit, Ibouba, vous dites une mafia, mais la grille de lecture n'est pas là. C'est des terroristes ou c'est une mafia? Non, mais c'est plus que mais non, mafia et terroriste, c'est pas la même chose. Je pense que par mafia, Ibouba fait allusion à la fois à Boko Haram, mais à toutes ces personnes, à ces multinationales qui, il faut le dire, financent Boko Haram et profitent des larmes et du sang du peuple nigérian. Mais pour vous, Boko Haram, c'est une mafia ou c'est des terroristes, une cellule terroriste? C'est des terroristes, mais dès lors qu'ils sont financés et tout, il y a toute une mafia. Une mafia, ça englobe les terroristes, ceux qui profitent des larmes et du sang des terroristes qui servent les intérêts de la mafia. Exactement, ils servent les intérêts de la mafia. Et c'est dommage parce qu'il faut le dire, Boko Haram, comment se fait-il que Boko Haram ait des tanks? Comment? Sur quelle base Boko Haram va arriver à avoir un tank? Sur quel délai? Enfin, il ne faut pas qu'on se voit à la face à un moment donné. Il faut que les gens se réveillent, qu'ils sachent qu'il y a forcément des puissances extérieures qui soutiennent Boko Haram. Et là, c'est un secret pour personne. Dites-moi ma dernière question, parce qu'il va falloir, avec ce fléau évidemment de terrorisme, est-ce que, ça ne va pas être simple évidemment dans les prochaines élections, s'il est réélu ou pas, on va suivre tout cela évidemment dans Ça fait débat, mais ma dernière question, concernant évidemment ce sujet de Boko Haram, finalement, est-ce que l'Afrique parviendra à éradiquer ce fléau? L'Afrique devra en tout cas. Et comment devra éradiquer. Je crois qu'effectivement, il y a plusieurs aspects. On pourrait faire toute une émission sur les recettes, mais il y a avant tout une vraie, et ça revient à ce qu'il disait, une vraie prise de conscience. Effectivement, ne soyons pas naïfs dans la réflexion, soyons pas complotistes, mais ne soyons pas naïfs. Effectivement, on peut pas avoir une organisation comme celle-ci qui se retrouve avec du matériel hyper développé sans qu'à un moment il y ait des complexités extérieures, des financements. Donc il faut à un moment donné une vraie lucidité et que tout le monde comprenne que même si la mafia, les mafias financières et autres et tout, qui peuvent jouer ce jeu-là, comprennent qu'on a tous à perdre à jouer le jeu, entre guillemets, du sans l'aide des chaos. Occidentaux, sans l'aide de la France, mais sans l'aide des Européens. Mais il peut y avoir... Vous avez l'air de penser que c'est antinomique. C'est pas antinomique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un discours... Et moi, je souscris au discours qui consiste à dire aujourd'hui, on peut dire dans la même phrase, les Africains doivent être en première ligne,
en ayant des aides extérieures. Mais c'est les Africains qui doivent être en première ligne. C'était dit tout à l'heure dans l'image. C'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir ce côté. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a toute une classe... tout ce côté paternaliste. On a aujourd'hui des jeunes qui sont formés, des gens qui, à un moment donné, sont décomplexés. Aujourd'hui, en Afrique, moi, j'en vois dans mes nombreux voyages, j'y vais régulièrement. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir ce rapport. Je dis on parce qu'en réalité, moi, j'ai l'avantage d'être autant français que d'être africain. Donc, je peux jouer sur les deux aspects. Mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça. Qui mieux que les Africains pour pouvoir régler leurs problèmes? Et d'ailleurs, si vous voulez à un moment donné qu'il y ait cette prise de conscience sur les dangers que ça peut... Nous, occidentaux, si je me plains sur le plan occidental, nous, c'est avant tout, on le dit, c'est l'adage, hein, c'est cynique et c'est froid ce que je veux dire, mais on dit il n'y a pas d'amis, il y a que des intérêts. Mais nous, si on regarde sur l'aune de nos intérêts, on regardera sur l'aune de nos intérêts économiques, sur la sécurité de nos ressortissants. C'est ça qu'on regardera, et sur le fait qu'ils soient aux portes ou pas de l'Europe. Mais les Africains en eux-mêmes, aujourd'hui, qu'il y ait des filles africaines aujourd'hui qui décident à un moment donné de jouer le jeu de Boko Haram et d'aller se faire exploser. Je ne vois pas suffisamment, par exemple, le peuple se mobiliser. Je ne vois pas les gens dans les rues. Je ne vois pas suffisamment cette marée humaine qu'on a connue d'ailleurs. Il y a encore quelques années, je me souviens, moi j'ai l'image encore de ces images où il y avait des marées, cette marée humaine, les gens se saisissaient de la rue et manifestaient. Mais parce que les gens part de leur colère. Aujourd'hui, on est installé, on est en train de banaliser le truc. Voilà, le terrorisme. On ne banalise pas, c'est qu'en fait, on ne trouve pas une solution adéquate à ce problème-là depuis 10 ans. Il est juste là, le fond du problème. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des jeunes qui s'enrôlent? C'est parce qu'il n'y a plus d'espoir. S'il n'y a plus d'espoir, les gens ne se mobilisent plus. Et c'est l'espoir qu'il faut faire renaître. Quand même communiquer et puis attendre comme la communication. On aura beau discourir, le changement doit venir du politique. Et à ce point, je voulais conclure sur la question que pour qu'il y ait vraiment un changement sur cette question de Boko Haram et même sur les nombreuses sectes ou groupes qui sévissent en Afrique, il faut vraiment que nos dirigeants africains commencent à penser en termes générationnels et non en termes de la prochaine élection. En termes générationnels et pas en termes générationnels. Le débat continue, vous le savez, sur les réseaux sociaux. Si vous venez de nous rejoindre, sachez-le, Ça fait débat en toute liberté d'expression, messieurs, avec 3 débatteurs, Ali Soumaré, Ibouba et enfin Titi Bonheur Basseka. Messieurs, 3e sujet qui a secoué la semaine. Enfin bon, non, il n'a pas secoué la semaine, c'est un sujet plus light, plus léger et on va s'autoriser. Allez, Sabir. Après l'Afrique de l'Ouest, où la Côte d'Ivoire, le Sénégal et surtout le Nigeria connaissent une forte croissance de leur industrie audiovisuelle, l'Afrique centrale est aujourd'hui le nouvel enjeu du développement médiatique de l'Afrique. Un exemple à Kinshasa avec le lancement de Univers Group Télévision, un projet porté par Laurette Mandala. Univers Group Télévision, c'est un peu la vision même du journaliste congolais. Ce que nous, en tant que journalistes congolais, aimerions avoir comme chaîne de télévision. Une chaîne de télévision indépendante, qui ne dépend pas des mots d'ordre politique. Une chaîne de télévision où vous arrivez et vous pratiquez le journalisme au vrai sens du mot, où il ne faut pas attendre un mot d'ordre pour transformer une information. Une chaîne de télévision qui vous permet de dire l'info telle que cela se déroulait. C'est ça l'image un peu de Univers Group Télévision. Avec un investissement important dans un outil de production numérique performant, Univers Group Télévision constitue le dernier exemple en date du dynamisme du marché audiovisuel africain. Studio, régie, équipe de journalistes, projet de production planifié sur l'année, cette chaîne a vocation à devenir un soutien fort pour la production congolaise. En République démocratique du Congo, il y a plus de 60 chaînes de télévision. Univers Group Télévision n'est pas une chaîne de trop. On n'a pas de chaîne thématique. Nous venons faire l'événementiel. L'ambition pour nous, c'est de faire nous-mêmes nos productions en tant qu'Africains, montrer nous-mêmes le vrai visage de l'Afrique. Pas l'image de l'Afrique montrée par les Asiatiques ou par les Européens, que nous soyons capables par nos séries télévisées, par notre télé-réalité, montrer ce que nous vivons, ce que nous sommes réellement. Parce qu'en Afrique, c'est vrai qu'il n'y a pas seulement que des mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses. C'est cette image de l'Afrique que nous vivons au quotidien, que nous voulons, par le canal de Univers Group Télévision, montrer à la face du monde, surtout à l'international. Une télé-réalité à la sauce congolaise n'est pas une télé-réalité européenne. Cela repose sur des ressorts psychologiques différents, car les réalités vécues ne sont pas compatibles et les péripéties forcément nourries par un quotidien proprement africain. C'est possible avec tout ce que nous avons dans Univers Group Télévision. Sur le plan technique, là je parle de la qualité du matériel, la crème intellectuelle, le professionnalisme de journalistes, le talent de nos techniciens,
avec tout ce que nous possédons, je pense que nous sommes capables de faire rayonner l'image de la République démocratique du Congo à l'extérieur du pays. Nous y croyons et nous allons y arriver. Le réveil médiatique de l'Afrique est donc bien à l'ordre du jour à Kinshasa, comme le prouve le dynamisme de la toute jeune équipe de Univers Group Télévision. Sabir, je le rappelle, qui est notre réalisateur. Dites-moi, messieurs, on va commencer, vous le savez, à la fois nous en France, les Occidentaux, tous ont connu l'arrivée de la TNT, l'ère numérique qui a bousculé le paysage audiovisuel, mais l'Afrique connaît aussi ça. Depuis quelques années maintenant, il y a effectivement cette arrivée à la fois de l'ère digitale, l'ère numérique. Je veux prendre comme prétexte, je veux dire, Kinshasa, qui foisonne avec évidemment le numérique, la 4G, n'en parlons même pas, ils sont carrément passés au-dessus. Il y a aussi cette multiplication d'arrivées de chaînes audiovisuelles, télé, de nouveau. Mais dites-moi aujourd'hui, quand on fait un point, je vais juste m'arrêter, quand on fait un point audiovisuel en Afrique, première question, est-ce que ça sert les Africains? Est-ce que c'est au service des territoires africains? Est-ce qu'il y a une vitalité finalement du paysage audiovisuel? Qui veut prendre la parole? Deux choses. La première, c'est une belle transition entre la conclusion qu'on avait sur l'autre sujet, sur la prise en main des Africains, et de manière très concrète, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que c'est pas palpable. Eh ben, moi, je le vois aujourd'hui, on peut le constater. Il y a effectivement un vrai essor aujourd'hui en Afrique, en tout cas un vrai développement. Alors après, il y a effectivement deux écoles. Il y a ceux qui disent oui, mais ça profite pas complètement à l'Afrique. Moi, je dirais, et moi, je suis très réformiste et très pragmatique, et là, je vais susciter le débat là-dessus. Je dirais, un chien, c'est quoi l'expression? Un chien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et ben là, je pense que c'est une belle étape. Et forcément, ça profite aussi à des organisations internationales ou à des groupes privés internationaux qui sont pas forcément africains, forcément. Mais il faut commencer par là. Et encore une fois, moi, j'ai toute confiance aujourd'hui en les leaders d'aujourd'hui, africains d'aujourd'hui, pour pouvoir se prendre en main. Et le moment venu, à un moment donné, franchir la deuxième, la troisième étage et la quatrième étage de la fusée. Et c'était aussi un peu pour lancer le débat, parce que je suis sûr que camarade Ibou aura à cœur de me répondre. Exactement, Ibouba. Tiens, justement. Non, mais peut-être sûrement qu'on n'a pas les mêmes visions. En fait, il est juste là le fond du problème. Moi, j'ai une vision tout à fait défaillante de cette situation-là. Le fond du problème, je ne suis pas pour le numérique, moi, personnellement. Donc, je ne suis pas un spécialiste des TIC. Pourquoi vous n'êtes pas pour le numérique? Je ne suis pas pour le numérique parce que tout simplement, ça nous permet justement d'être répertoriés. Et puis, donc, il y a toujours un guichet. Répertorié quoi? Fichier, bien sûr. Ouais. Fichier, bien sûr. Il y a. Qu'est-ce qu'on a caché? Non, mais non, c'est pas comme ça qu'on a caché. Écoutez, un pays, dès lors que vous avez votre. Allez-y aux États-unis. Mais comment on peut être contre ou pour le numérique? Ibouba, exemple, cas de figure concret. Attendez, allez, on va l'arrêter tout de suite. Cas de figure, excusez-moi. Très clair. Vous avez un portable. Ibouba, vous avez un portable? Oui. Vous pouvez nous le montrer? Non, justement, en cas de concret, là, on va montrer aux téléspectateurs. Non, mais c'est vrai, vous avez un portable. Mais bien sûr que j'ai un portable. Dans votre portable, vous avez des applications. Bien sûr que j'ai des applications. Vous êtes à l'ère digitale, donc. Oui, je suis à l'ère digitale. Voici le portable d'Ibouba. Oui. Vous avez toutes les applications. Oui. Donc, vous vivez l'ère numérique. Oui, d'accord. Je ne dis pas le contraire. Alors, vous êtes paradoxal. Je suis libre. Vous êtes en contradiction avec vous-même. Je ne suis pas en contradiction avec moi parce que je sais l'effet des... Mais mon cher ami, vous êtes déjà fiché. Je sais l'effet des... Mes chers amis, l'effet de la TNT. Ibouba est en train de perdre la tête. L'effet de la TNT, je ne perds rien du tout. Je ne suis pas d'accord avec l'effet de la TNT parce que tu es contrôlé par des pays qui sont au-dessus de toi et tout ce qui fait... Non, je ne suis pas drôle. C'est ma vision spontanée des choses. J'ai le droit de le défendre. Ça, c'est ma vision des choses. C'est mes analyses à moi. Je suis journaliste politique. Je regarde, j'ai ma vision. J'analyse très bien, profondément. C'est pas un discours. C'est pas un discours. Non. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, quand on voit, par exemple, qu'en Chine aujourd'hui, sur l'ère du numérique aujourd'hui, la manière dont c'est en train de se développer et les garanties qu'ils demandent, par exemple, à un géant comme Google, où ils disent, nous, si vous voulez, WhatsApp, c'est plutôt WhatsApp. Je ne sais pas si je peux le citer ou pas. Mais quand ils disent à un moment donné, avec toute la puissance qu'ils ont aujourd'hui, nous, on est prêt à accueillir WhatsApp, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas communiquer en WhatsApp, non pas pour des questions de discrétion, mais ils disent, vous voulez venir chez nous? Ok. Vous voulez venir chez nous? Les données, vous les logez en Chine. Si vous le faites pas, on vous accueille. C'est le cas qui se passe en Afrique. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis. Sauf qu'il y a 20 ans, la Chine. Il y a 20 ans ou il y a 30 ans, la Chine n'avait pas ces prétentions-là. Il y a 20 ans ou il y a 30 ans, l'Afrique. Il y a 20 ans. Mais la différence, c'est que moi, je pense. Moi, j'ai espoir en l'Afrique et je pense qu'à un moment donné. Vous n'êtes même pas sécurisé. Votre sécurité même est gérée par d'autres. Non, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, les prétentions que la Chine a... C'est une bonne question. Les prétentions que la Chine... On touche la cybersécurité et finalement, il soulève une vraie question qui est une vraie bombe. Mais dire aujourd'hui, nous voulons que les données soient logées chez nous et que nous ayons le contrôle des données,
eh ben, c'est des exigences Monsieur, qu'il faut construire on et qu'il vous faut a avoir imposé plutôt la TNT, que d'être contre le et soleil vous qui est l'avez le soleil qui est accepté jaune. sans pour autant aller jusqu'au fond, sans pour autant aller en fond. Mais c'est plutôt là qu'il faut avoir le débat. Mais c'est finalement le débat qu'on doit avoir. Le débat, c'est pas juste pour ou contre la TNT, c'est comment on fait en sorte d'avoir les garanties en termes de sécurité. Mais cette garantie-là, vous l'avez pas, monsieur. Mais on les a pas parce qu'on y travaille Dans pas. votre pays, Il faut y Afrique, travailler. on contrôle votre téléphone. Il faut travailler. Mais il faut y travailler. Il faut pas perdre espoir. Il faut pas perdre espoir. Moi, je pense. Les agents secrets, Je continue. ils ont C'est peut-être utopique pour Ce qui vous. se passe en Je Europe, continue de par exemple, penser en France et aux que États-Unis. la Chine d'il y a 30 ans, qui ne pouvait pas exiger de telles choses, qui peut exiger de telles choses, à condition qu'à un moment donné, il y ait une vraie émergence africaine. Mais oui, mais d'accord. Mais on est d'accord là-dessus. Sauf que moi, ce que je dis, plutôt que d'avoir un débat qui est purement africain, qui est pour ou contre la TNT, qui ne rime à rien d'une certaine manière, parce que de toute façon, c'est comme si on était pour ou contre le soleil. Ayons un débat sur les garanties. C'est des discours C'est les garanties en termes de sécurité qu'on doit avoir. On nous voit la face, mais ce qui est en bas, ça veut dire qu'on perd espoir, on arrête, on perd boutique. On est toujours victime. Ça veut dire que l'Afrique, elle est coupée du monde. L'Afrique doit se prendre en charge. Donc si j'ai bien compris, mais l'Afrique bien sûr, il faut continuer avec vous, l'Afrique ne vivra pas son ère numérique. L'Afrique doit... Non, écoutez, je ne dis pas ça. C'est-à-dire qu'il vient de parler... Non, attendez, il vient de parler des conditions. Et ces conditions-là, ce n'est pas des conditions qui sont réunies pour les Africains. Mais il faut y travailler. D'accord. Non, ce n'est pas des conditions qui ont été réunies pour les Africains, au-delà pour la TNT. Donc voilà, non, mais ça, on est dans cette ère-là déjà. Mais est-ce que vous avez exigé quoi qu'on soit en Afrique? Rien du tout. On est venu, on vous a dit, voilà la TNT. Voilà. Non, mais c'est cosmétique. Messieurs, s'il vous plaît. La réalité, on vous le dit pas. Je veux bien, je comprends bien ce face-à-face, il est tout à fait légitime. Chers amis téléspectateurs, si vous aussi, vous souhaitez commenter évidemment cette ère numérique avec l'Afrique, doit-elle vivre elle aussi son ère numérique, son ère digitale, comme partout dans le monde? De toute façon, tous les Africains sont équipés, et mieux que nous d'ailleurs. Pour certains pays d'Africains, ils sont au-dessus de nous d'ailleurs, je vous le dis clairement, parce que je l'ai vécu et je l'ai vu d'ailleurs. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, tu parlais du Mali, j'étais au Mali, tu parlais de la Côte d'Ivoire, j'étais en Côte d'Ivoire et je l'ai vécu, c'est vrai. Ils sont vraiment devant nous. J'aimerais entendre aussi également... Je vais simplement dire une chose simple. À l'époque, nos parents ont commencé à se déplacer en utilisant des bateaux. Ensuite, il y avait des trains, des avions. C'est joliment dit. Voilà. Et on nous parle aujourd'hui des voitures qui seront aériennes. Et donc, c'est dire qu'aujourd'hui, on est dans une ère où on ne peut pas se passer des nouvelles technologies. Sauf pour Ibouba. Non. Dans le sens, on ne peut pas se passer de nouvelles technologies parce qu'aujourd'hui... Attendez, Ibouba ne vous a pas dit... Ibouba n'a pas... Non, Ibouba ne vous a pas dit... Ibouba ne vous a pas dit... Ibouba, laissez-le ne vous a pas dit qu'on peut se passer de cela. Je vous parle de la forme. Vous avez dit que vous avez parlé de la Chine. contre l'ère numérique parce qu'on est fiché. C'est ma vision. Assumez, Ibouba. Non, c'est ma vision. On est fiché. Mais maintenant, si toutefois que vous me parlez de NTIC, vous me parlez de TIC, avec des positionnements qui sont solides, avec une base solide, comme la Chine l'a demandé. Mais il faut le construire. Mais bien sûr, mais cela n'a pas été construit. Titi Bonheur-Baseka. Il est juste s'il vous plaît. Titi Bonheur-Baseka. Bon, Wikileaks, pour ne pas le citer, Edward Snowden, des révélations ont été faites que même sans appareil téléphonique numérique, vous pouvez être surveillé. Aujourd'hui, il y a des satellites, il y a plusieurs canaux. Avec votre PC, avec même votre poste au téléviseur, vous suivez un JT, mais vous êtes surveillé. Donc, on est dans une ère où il ne faut pas fermer les yeux et avancer la tête baissée en se disant que bon voilà, je vais créer mon propre monde et tout. On est dans une ère où il faut avancer en fonction de l'évolution mondiale, des TNT, mais tout en adaptant cela sur nos propres réalités. Tout à l'heure, un exemple a été donné sur la Chine, qui est d'ailleurs un bel exemple, exactement, où ils ne sont pas contre le fait qu'une entreprise spécialisée dans les TNT puisse s'implanter sur les territoires, mais à condition que les bases de données soient sur leur territoire. Et en Afrique, ce serait bien qu'on ait, mais il faut encore qu'on ait les moyens, le matériel. S'il vous plaît, non, je ne voudrais pas relancer le débat, s'il vous plaît. Messieurs, la volonté, vous aimez le foot? Vous aimez le foot, messieurs? Oui? Non? Allez, Sabir, on balance la virgule et on traite du foot. Direction la Russie où la Coupe du Monde bat son plein. Je tiens à vous le dire d'ailleurs, on parle de chiffres, on parle de milliards de téléspectateurs qui suivent cette belle Coupe du Monde. Messieurs, un petit tour de table. Quel premier bilan peut-on tirer des équipes africaines jusqu'ici? Je sais, Ibouba, il me regarde avec un regard, tu sais, genre sourire léger, narquois d'ailleurs. Non mais c'est vrai, il est là avec son sourire narquois, il me narque comme ça en me disant, il y a le Sénégal qui cartonne depuis... Absolument. Ah, je le savais. Allez, vas-y. Prends la parole, mon cher Ibouba. Allez. Moi, je me lève d'ailleurs, je fais un salut quand même, donc pour respect pour ces voilà. Allez-y, prenez la parole. Un respect pour ces Djambars, pour ces Sénégalais quand même. Donc en tant que Sénégalais, je suis
très fier de voir donc, cette équipe du Sénégal en train de persévérer comme ils l'ont toujours fait. Donc voilà, c'est des Gaïndés. Et félicitations aux Lions. Je suis de tout cœur avec vous. Je suis de tout cœur avec les Sénégalais qui nous regardent. Et je sais qu'ils sont très nombreux, effectivement, à regarder Télésud. Télésud, c'est leur télévision. Donc vivement les Lions. Ayoua, Chikanam, Sénégal. J'adore. Alors, une petite info quand même, c'est qu'il y a quelques jours, vous savez, le Maroc a été éliminé. Il est éliminé, le Maroc. Oui. Hein, donc, premier pays, là, éliminé face au Portugal dernièrement, 1-0. L'Égypte également. Aussi. Et l'Égypte également. Alors, et voilà, il faudrait, cette joie, il faut la manifester perpétuellement. Il ne faut pas juste que ce soit, comme on dit... le petit tacle au passage. Il ne faut pas juste que ce soit le petit tacle au passage. La je savais que Titi Bonheur Basseka allait arriver avec son tacle. Parce que j'ai suivi le sélectionneur sénégalais, il a dit... L'ennemi du Sénégal aujourd'hui, c'est le Sénégal, dans le sens où il est conscient du fait que quand il y a une victoire, il y a 1000 paires. Et quand il y a 2 fêtes, tout le monde tire sur lui. À commencer même par ceux qui étaient ses coéquipiers dans l'équipe nationale en 2002. Oui. Et donc, c'est dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Sénégal, l'espoir de toute l'Afrique est sur le Sénégal comme en 2002. Et que nous espérons aujourd'hui que l'équipe sénégalaise puisse aller plus loin possible pour le bien de l'Afrique. Je crois qu'Aliou Cissé n'a de compte à rendre à personne. Aliou Cissé a prouvé. Si, à son pays d'abord. Non, mais d'accord, mais il a prouvé. Les Sénégalais, ils l'ont dans le cœur. Il a prouvé qu'il était capable de faire quelque chose. Ma chère Ibouba, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je suis Sénégalais. Nul n'est indispensable. Non, oui, d'accord, mais moi, nul n'est indispensable. Mais il a prouvé, il vient de loin. Chapeau à Aliou Cissé. Mais si, mon cher Ibouba. Chapeau à Aliou Cissé. Et les Sénégalais portent Aliou Cissé dans leur cœur. Je crois que là, c'est déjà... Vous embarquez le pays. Je vous dis que si on s'arrêtait là, même déjà, c'est très bien. Il y a la fédération qui est là. Si on s'arrêtait même là, déjà, très bien, on est très content, on est très fiers de cette équipe-là. Même si on s'arrêtait là, c'est très bien déjà. Mais bon, voilà, on souhaite effectivement d'aller en quart de finale. Maintenant que nous représentons... C'est comme le numérique, vous n'avez pas une ambition. Nous, on veut une ambition. Moi, je souhaite une finale Sénégal-France. Voilà, moi, je veux le Sénégal. Là, c'est plus de l'ambition, là, c'est vraiment... Là, tu mets la barre très haute. Il faut miser haut. Oui, non, mais de toute façon, c'est une façon de parler, mais vous allez voir. Suivez-les, ça, c'est des vrais petite question un peu technique, s'il vous plaît, parce que évidemment, on aime tous le foot. Est-ce que vous les trouvez au niveau, ces équipes africaines, ou pas du tout? Elles sont complètement larguées par d'autres en face, qui, elles, sont solides techniquement. Solides aussi, d'ailleurs, parce qu'elles ont le niveau international. Titi Bonheur Basseka, mais je voulais juste donner la parole à Ali. Quand on analyse le jeu, même si je n'ai pas trop suivi, j'avoue, la Coupe du Monde en ce moment. Vous regardez pas mais non, c'est des activités, j'arrête pas de courir. Prenez du recul, mon cher Ali Soumaré. Je pense que divertissez-vous. Divertissez-vous. En tout cas, je pense que c'est moins une question technique, c'est plus une question de mental. Quand on voit par exemple les résultats de l'équipe de France, ou en tout cas comment ça a un peu été compliqué, la réalité en fait aujourd'hui, ce qui manque aux équipes africaines, c'est finalement une expérience. C'est comme les équipes qui jouent la Ligue des Champions. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... C'est le mental pour vous. C'est le mental et l'expérience et l'expérience. Mais là-dessus, pour le coup, on a une équipe du Sénégal qui pour le coup est complètement se lâche complètement. Mais ce qui va être déterminant pour qu'on ait de plus en plus d'équipes africaines qui aillent le plus haut possible, c'est d'avoir des joueurs expérimentés, qui ont l'habitude des grandes compétitions, qui ont l'habitude de la pression. Pas suffisamment, je trouve. Pas suffisamment encore. Ouais. Individuellement, on a du potentiel, mais pas suffisamment. Ouais. C'est vrai qu'il y a le mental, il y a le volet physique, il y a l'expérience qui compte beaucoup. La maturité aussi. Voilà, la maturité dans le jeu qui fait allusion à l'expérience. Mais il faut le dire que le football, c'est pas des statistiques ou des mathématiques. C'est dans le jeu que tout se passe. Et aujourd'hui, on a vu des équipes telles que l'équipe du Mexique qui a battu l'Allemagne, qui est champion du monde en titre. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, on peut être une équipe statistiquement mal placée, mais avec la volonté dans le jeu. Toute la différence, c'est comme le soulignait tout à l'heure Ali Soumaré, c'est le mental. Oui, il y a le mental, mais aussi la réalité du jeu. Parce que le jeu, il peut avoir pénalty, il peut avoir coup franc, il peut avoir... Voilà, donc, qui s'attendait à un match 3 buts partout, Portugal-Espagne, dans des conditions telles qu'on l'a vu, un peu euphoriques, hallucinantes et tout. Donc c'est dire que le football aujourd'hui a le pronostic, mais il y a la réalité du terrain que les footballeurs vivent. Parce que nous, aujourd'hui, on est des téléspectateurs, on apprécie l'équipe, mais c'est eux qui sont en train de mouiller le maillot, comme on dit. C'est eux qui sont en train de pousser le ballon, et c'est eux qui sont en train de peiner dans leur chair. Ouais. Et donc c'est parfois un peu facile de faire des pronostics, mais en même temps, il y a la réalité du terrain qui n'est pas toujours évidente pour les footballeurs. Vous avez le sentiment qu'il y a un engouement en Afrique autour
de cette Coupe du Monde? Oui, mais absolument. Les Africains se sont toujours intéressés à la Coupe du Monde. Donc, vous savez, le football, donc c'est ancré, c'est collé à la peau africaine. Les meilleurs footballeurs, aujourd'hui, c'est les Africains. Donc, voilà. Maintenant, les meilleurs footballeurs, c'est les Africains. Ça, il faut oser le dire. En tête, vous avez le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Pendant toute une décennie, c'était les leaders. Absolument. Donc, les Sénégalais sont arrivés après. Pardonne-moi, mais bon. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu pourras le reconnaître, non? Mais aujourd'hui, les Ivoiriens, les Camerounais, je suis désolé. Que voulez-vous que je vous dise? Vous n'allez pas me faire. Il y a eu les Algériens vous n'allez pas me faire cette distinction-là entre les Africains. Moi, je suis fier, je suis africain. À l'Algérie. Voilà, moi, je suis africain. Dernièrement, la dernière Coupe du Monde, j'ai pas rêvé, non? Je suis africain. Je suis africain, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, que ce soit le Sénégal. De toute façon, s'il y a un pays africain, vous avez raison. Il a dit le mot de la fin. Voilà. Le mot de la fin, c'est l'Afrique avant tout et pour l'Afrique. Merci messieurs, merci à Ali Soumaré, consultant, mais également, vous savez, il est conseiller régional en Île-de-France. Merci à Ibouba, journaliste politique. Merci également à Titi Bonheur-Basseka, étudiant en sciences politiques. Merci messieurs. Merci à vous téléspectateurs. Merci à Sabir à la réalisation, à Ahmed Parezo et à Caro. Merci à vous tous de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine, vous le savez, avec autant de plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.